Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, vous le savez, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, initiative sur le plan local et ou national, avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Le sommaire. Salut. Oh, pas mal ce salut. J'adore ce salut. Oh, c'est très formel, j'adore. Allez, c'est parti pour ce nouveau sommaire gros plan. Aujourd'hui sur Terra Academia, de nouvelles écoles consacrées au métier de la transformation écologique, une initiative pour le moins inédite que l'on vous détaille avec notre invité. Dans un instant, où en est la France en termes de planification écologique, quels sont les besoins présents et surtout futurs, quels sont les territoires attractifs. Élément de réponse là aussi dans cette émission. Et puis, comme à chaque fois, il y a la loupe. La loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle d'une association récente, Banlieue Climat, et de son fondateur, un activiste assez charismatique. Assez charismatique. On voit ça dans 10 minutes. C'est parti pour l'expression orale. Et l'expression orale dans ce max, c'est avec Denis Guibard. Bonjour Denis. Bonjour. On a failli chanter, je vous dis tout en plateau, et puis finalement on s'est un petit peu ravisé. Directeur scientifique académique et développement durable de Terra Academia, merci d'avoir accepté notre invitation. On parle bien sûr de Terra Academia, j'allais dire de cette école, mais de ces nouvelles écoles, on va le mettre au pluriel plutôt, avec son fondateur, un certain Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale. Terra Academia est né d'un constat simple. Si on veut accélérer la transformation écologique, on a besoin de fédérer tous les acteurs, de le faire au plus près du territoire, de façon à développer les compétences. Nous savons qu'un grand nombre de nos métiers sont appelés à évoluer et que nous allons avoir de nouveaux métiers. C'est pourquoi il nous faut former à la fois nos collaborateurs et nos parties prenantes. Pour répondre à ce besoin, nous avons créé une structure qui a la singularité d'être à la fois une école et un accélérateur de solutions sur le terrain. Ce qui fait la force de ce projet, c'est vraiment son ancrage territorial. Ça veut dire commencer par un diagnostic avec toutes les parties prenantes du territoire sur à la fois les métiers en tension et ceux qui sont porteurs d'avenir, et puis surtout apporter des solutions en matière de formation, en matière d'innovation pour le territoire. Denis Guibard, qu'est-ce que Terra Academia ? Terra Academia, c'est une école et un accélérateur de la transformation écologique. L'idée, c'est vraiment de travailler au plus près de l'endroit où s'exercent les compétences, dans les territoires, mais aussi dans les bureaux, dans les salles des conseils d'administration des grandes et des entreprises, et d'apporter les compétences qui sont indispensables pour réaliser la transformation écologique. La transformation écologique, ça concerne tout le monde. Il faut donc préparer, équiper, je dis souvent ce mot-là, tout le monde en compétences pour mener cette transformation écologique. J'ai envie de dire enfin une école, des écoles spécialisées dans ces métiers du futur, ou même du présent. Pourquoi ce projet est tenant à cœur de Jean-Michel Blanquer ? Je pense que Jean-Michel Blanquer est quelqu'un qui est investi très fortement dans tous les domaines de formation, d'éducation, pas seulement en tant que ministre. Je rappelle qu'il était précédemment directeur général de l'ESSEC, donc il a aussi la vision de l'enseignement supérieur. Et je crois que c'est une vision d'avenir, mais d'avenir qui commence demain matin, ou même aujourd'hui, parce que les enjeux, ils sont là. Quelle est l'ambition plutôt ? Quelles sont les ambitions de ces écoles ? Alors, je dis plutôt cette école qui a différentes campus ou différentes installations dans différentes villes du territoire français et ultramarin et bientôt à l'international. L'ambition, alors si on parle d'ambition chiffrée, c'est de former en 5 ans 60 000 personnes et de sensibiliser plus de 100 000, notamment jeunes, puisqu'il y a un enjeu vraiment d'attractivité des métiers de la transformation écologique, faire venir vers ces métiers des jeunes qui sont éventuellement... Pardon de vous couper, objectif facilement atteignable, c'est 60 000 personnes à l'horizon de 5 ans ? C'est ambitieux, hein. C'est ambitieux, mais c'est aussi faisable, à mon avis, du fait qu'on est une coalition. On n'est pas tout seul. C'est pas Terra Academia avec son équipe installée à Paris, à Arras et dans d'autres territoires. C'est tous nos partenaires. Partenaires entreprises, partenaires académiques, partenaires publics, partenaires locaux, territoriaux, partenaires de la société civile. On a avec nous, on l'a annoncé lors du lancement à Arras, des entreprises bien sûr comme Veolia qui est à l'origine de ce projet, mais comme EDF, comme Dassault Systèmes, comme ADO. Alors ADO, c'est pas forcément connu, mais en fait tout le monde connaît parce que tout le monde va chez Leroy Merlin. Oui, je vous confirme. Voilà. C'est mes week-ends. Et puis c'est des partenaires académiques comme l'Institut Mines Télécom, l'Université de l'Artois, l'ESSEC et d'autres qui vont venir. L'ADEME est avec nous aussi. Donc c'est tous ces acteurs-là qui vont se mobilisent pour réussir cette transformation écologique et développer les compétences qui sont indispensables. Vous êtes inspiré d'un modèle existant à l'étranger peut-être ? À ma connaissance, non, j'étais pas pour être très transparent, j'étais pas à l'origine dans les équipes, à l'origine du projet. Je pense que l'idée initiale, en fait, c'est plutôt Antoine Frérot, PDG de Veolia, qui l'a porté avec une idée d'une école de l'eau, qui est le domaine d'activité de Veolia, qui diffuse vers l'ensemble des acteurs, qui ne soit pas simplement tourné vers l'intérieur d'une entreprise.
C'est plus ça le modèle. Et puis autrement, c'est un modèle qui est original, à mon avis. Il y a combien de campus au final? Et on va peut-être se focaliser bien sûr, et le QG, si je puis dire, à Paris. Mais j'ai quand même le sentiment que ce campus qui est né à Arras, c'est le modèle qui est amené à se développer un peu partout en France. Il y a plusieurs questions dans votre question, mais pour répondre d'abord quantitativement, aujourd'hui, on a 2 lieux opérationnels. On a Arras, qui est le premier campus dans les territoires qui a ouvert formellement le 18 mars dernier. Et puis, il y a nos locaux, là où l'essentiel de l'équipe est installé, qui est à Paris, dans le 18e arrondissement, et qui accueille aussi déjà des formations, des partenaires, on héberge des start-up. Et puis, progressivement, on aura un campus dans chacune des régions de France. D'accord. C'est déjà public, à annoncer que notre prochain lieu de présence sera en Normandie, à Touques et Deauville. Et puis on est en train de travailler, de discuter avec nos partenaires. Je sens que vous allez rapidement vous déployer. Quelque chose me dit que c'est le but, bien sûr. Il est clair, notamment depuis que l'annonce officielle a été faite, vous me pardonnerez si c'est une émission un peu concurrente, mais le téléphone sonne. Ouais. Et on a un certain nombre de sollicitations qui nous viennent de partenaires de différents domaines. Et donc, on n'aura, je pense, aucune difficulté à trouver des lieux et des partenaires pour se déployer dans l'ensemble des régions françaises. Denis Guibard, pourquoi Arras? Et quelle est la particularité de ce territoire qui a une histoire forte, sur le plan industriel notamment? Arras, c'est un territoire effectivement particulier. D'abord, c'est un territoire qui est multiforme. Il a d'un côté, quand on monte un peu vers le nord-est, la partie industrielle, minière, on va vers Lens. J'espère que mes amis du Nord ne me corrigeront pas. Je pense que jusqu'ici, tout va bien. Ouais. Et puis, il y a une partie beaucoup plus rurale, agricole. Et puis la ville d'Arras au milieu. Donc, il a déjà ces différentes caractéristiques. C'est une ville moyenne. Ce n'est pas une grande métropole qui est dotée notamment en institutions d'enseignement et d'enseignement supérieur. On n'est pas installé ni à Toulouse, ni à Lyon, ni à Marseille ou à Strasbourg. Aujourd'hui, on est à Arras, et demain, les prochaines villes dans lesquelles on va s'implanter seront plutôt des villes moyennes, des villes qui sont en transition, en transformation, qui ont des enjeux forts de transformation écologique, de transformation des métiers, avec la nécessité, notamment pour les techniciens, les ouvriers, de transformer leur métier localement. C'est des gens qui n'ont pas forcément de mobilité géographique liée à leur activité professionnelle pour des raisons familiales, des raisons culturelles. Et donc, ces métiers, il faut les transformer localement, là où sont les gens et là où les industries se transforment. Parce que face aux enjeux de la transformation écologique, l'exemple typique, c'est l'usine de voitures qui fabriquait des moteurs thermiques et qui va fabriquer des voitures électriques. Ouais. C'est les mêmes ouvriers qui fabriquaient les voitures thermiques, qui vont fabriquer les voitures électriques. Il faut simplement les former parce que ce n'est pas exactement le même métier, ce n'est pas exactement les mêmes compétences. Ça n'a même rien à voir, j'imagine, non? Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Ouais. Ça garde 4 roues, mais... Oui, mais après tout le reste, ça change. Et quel est le rôle des acteurs locaux, justement? Quelle place vous leur donnez et comment est-ce que vous collaborez? Alors, les acteurs locaux, ils sont importants d'abord pour faire la première chose qu'on fait quand on arrive sur un territoire, après avoir discuté un petit peu en amont avec les différentes parties prenantes. Ils sont impliqués dans la fabrication de notre diagnostic territorial. Et c'est ce qu'on a fait à Arras, c'est ce qu'on va faire à Deauville. La première chose qu'on fait, c'est un diagnostic territorial sur 2 dimensions. La dimension écologique, quel est l'état écologique du territoire aujourd'hui, et puis on essaie un petit peu de se projeter dans ces évolutions. Donc on analyse un ensemble de paramètres sur les questions d'énergie, d'eau, de déchets, de gaz à effet de serre, tous les paramètres un petit peu écologiques. Et puis la deuxième dimension, c'est l'analyse des compétences et des besoins en formation. En fait, on regarde quels sont les besoins en métier, en compétences. Si ces besoins ne sont pas comblés, il y a une question donc de formation. Et donc, quelles sont les formations qu'il faut mettre en place? Soit les formations existent déjà, mais elles ne sont pas suffisamment connues. On a un certain nombre de formations au métier de la transformation écologique aujourd'hui qui ne font pas le plein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'étudiants qui viennent dans ces formations parce qu'elles ne sont pas connues, parce que les métiers ne sont pas connus. Vous avez des exemples en tête, Denis Guibard? Oui, des métiers sur... Alors, il y a des enjeux sur les électromécaniciens, par exemple, où aujourd'hui, on va avoir... Alors, là, c'est plus un besoin nouveau, mais on va avoir besoin de beaucoup d'installateurs de pompes à chaleur. Parce que donc c'est aussi des métiers qui ne sont pas forcément très valorisés, très connus et sur lesquels il n'y a pas forcément des formations. Quand les formations existent, elles ne sont pas forcément connues et valorisées. Donc on a aussi un enjeu de sensibilisation, d'information, de découverte de ces métiers. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, la première formation qu'on a déployée à Arras, c'est une formation de sensibilisation qu'on a mise en place avec la Maison de l'Emploi et des Métiers, pour sensibiliser des jeunes un petit peu éloignés de l'emploi à ces métiers liés à la transformation écologique. Et on a déjà des résultats.
je dirais un certain nombre de ces jeunes qui ont suivi ces 3 jours, ce n'est pas une grande formation, mais ont choisi de s'orienter vers ces métiers-là. Donc c'est un des premiers enjeux forts. Les formations peuvent exister, elles ne sont pas connues, et puis il y a d'autres formations qui soit ne sont pas adaptées, et donc on va travailler avec les porteurs de ces formations, les établissements d'enseignement et d'enseignement supérieur pour les adapter. On parle parfois de les verdir ou de les colorer. Et puis dans certains cas, la formation n'existe pas du tout, et donc là on va la créer. Là encore, soit tout seul, soit le plus souvent avec des partenaires qui ont un certain nombre de compétences, de capacités à mettre en place. Les acteurs locaux, une entreprise par exemple, peut participer à la fonte, enfin à la création d'une formation. Oui. On met en place la première réunion de ce comité territorial va avoir lieu au début du mois de mai à Arras. On va mettre autour de la table tous les acteurs, tous nos partenaires locaux, les entreprises, soit des entreprises locales, soit la représentation locale de grandes entreprises comme EDF, Veolia, que j'évoquais tout à l'heure, les acteurs académiques du territoire, que ce soit l'université, école d'ingénieurs, les campus des métiers et des qualifications, tous autour de la table pour définir notre plan d'action, notre plan d'impact, et définir ce qu'on va faire ensemble sur le territoire en termes de formation, en termes de sensibilisation. Nos campus, ça doit être aussi des lieux d'accueil du grand public, ouverts au grand public, parce que cette sensibilisation, elle ne se fait pas uniquement au travers des formations. Et donc, c'est des lieux où il y aura des conférences. Ce sera aussi des lieux d'exposition artistique. On a commencé à exposer certaines photos montrant, vue du ciel, le territoire et sous la dimension de transformation écologique et d'impact écologique sur le territoire. C'est un lieu complet. Ce n'est pas simplement une salle de classe classique, c'est vraiment l'idée que cette transformation écologique, je le répète, elle concerne tout le monde, à tous les niveaux, dans toutes les fonctions. On va aussi déployer des formations pour les élus, parce que les élus sont des acteurs, et les élus locaux sont des acteurs extrêmement importants. Ils décident d'un certain nombre de projets, où ils peuvent les arrêter, ou les orienter. C'est important qu'ils soient informés. Ils ont aussi des budgets. Donc on va aussi doter les élus de ces compétences pour bien comprendre tous les enjeux, toute la complexité de la transformation écologique, qui n'est pas simplement sur la dimension du climat. On pense souvent au climat, mais il y a climat, il y a biodiversité, il y a déchets, il y a utilisation des ressources. Tout ça derrière débouche sur des questions presque de santé et de santé publique. Monsieur Guibard, vous nous avez parlé effectivement d'élus. Qui sont les élèves qui viennent à Terra Academia? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de profil, que c'est très très diversifié, que ce soit sur que ce soit un étudiant, que ce soit un élu, mais aussi sur l'âge. J'ai l'impression que c'est assez varié. C'est très varié, effectivement. Il y a des reconversions aussi chez vous? Alors, il y a des reconversions. J'évoquais les jeunes. Alors, les jeunes, on les a effectivement, ceux qui sont éventuellement un peu éloignés de l'emploi. On va avoir des jeunes en formation initiale. Ça va aller du CAP, bac pro, bac, BTS, licence, on va aller jusqu'au master. On va même financer des thèses de doctorat. D'accord. Et puis, ça, c'est sur la formation initiale. Et puis, on a la formation continue. Il y a des enjeux énormes de formation continue sur la transformation écologique. On ne peut pas simplement attendre que les jeunes qui sont aujourd'hui au lycée ou à l'université, en grande école, arrivent dans les entreprises, prennent des responsabilités et fassent cette transformation écologique. Il faut la faire aussi, bien évidemment, avec tous les gens qui sont aujourd'hui en poste. C'est quoi les projections justement sur ces métiers-là à l'horizon de 5 ou 10 ans en France? On a besoin de combien de personnes dans tous ces métiers? Ça dépend comment on compte, parce qu'en fait, et ça dépend ce qu'on appelle ces métiers. Parce qu'il y a des métiers qui sont strictement liés à la transformation écologique. Beaucoup d'acteurs des métiers de l'environnement, les gens qui gèrent l'eau, qui gèrent les déchets, sont directement liés à cette transformation écologique. Mais tout DRH de n'importe quelle entreprise est aussi concerné. Parce que son entreprise, à différents niveaux, en fonction de son activité, est concernée. Et donc, le DRH de toute entreprise doit comprendre quels sont les enjeux de la transformation écologique, quelles sont les compétences qui sont nécessaires dans son entreprise. Et donc, on a aussi un enjeu de former les DRH. Il y a aussi un deuxième enjeu qui est très fort dans la transformation écologique, c'est les achats. Une entreprise, elle peut agir sur son périmètre strict, ce qu'elle produit, mais elle dépend aussi de ce qu'elle achète. Et donc, avoir une fonction achat qui sait prendre en compte les aspects de transformation écologique dans toute la chaîne de valeur, en remontant en amont dans les achats, est aussi extrêmement important. Former les acheteurs de toutes les entreprises est aussi extrêmement important. En fait, ça pourrait s'appliquer à tellement de métiers. Ça s'applique à tous les métiers. En fait, c'est du sur-mesure. Pas forcément. Ça veut dire simplement, si on réfléchit dans la durée, que à côté de formations spécifiques sur des métiers spécifiques, j'évoquais tout à l'heure les installateurs de pompes à chaleur, où il va falloir effectivement avoir plus de personnes, ou les fabricants, ou les ouvriers qui fabriquent des voitures électriques plutôt que des voitures thermiques. Mais d'une certaine façon, tous les acteurs de la société sont concernés. Et dans les entreprises, toutes les fonctions sont concernées. Il faut mettre du développement durable ou de la RSE à tous les étages.
que ce soit au plus près du terrain ou dans le bureau du directeur général et du PDG. Parce que c'est vraiment une transformation fondamentale de la façon de consommer, de la façon de produire, pour à la fois atténuer les effets écologiques, s'y adapter, parce que de toute façon, certains effets sont là aujourd'hui, donc il faudra aussi s'adapter au changement climatique, aux évolutions de la biodiversité, et puis essayer aussi de régénérer ces écosystèmes autant que possible. Et ça concerne vraiment tout le monde. La vie sur le campus à Terra Academia, ça ressemble à quoi ? Alors, la vie sur le campus à Terra Academia, alors ça dépend de. Si on parle du campus d'Arras. Arras, allons-y, sur Arras. Arras, c'est un petit campus, on n'est pas. C'est pas l'université d'Oxford. C'est vrai que tout de suite, quand on entend campus, on imagine une ville tout de suite. C'est le mot campus qui est important parce que ça signifie un lieu de savoir, d'échange, de formation. Mais on a à peu près 300 mètres carrés aujourd'hui à Arras, donc avec une petite équipe, de toute façon globalement on est une petite équipe, mais c'est un endroit où on accueille des formations, on accueille ces jeunes qu'on a pour les missions de sensibilisation. On va déployer aussi un escape game pour là aussi présenter les métiers de la transformation écologique. C'est un endroit où on va faire des conférences. Prochainement on va faire un atelier avec un des membres de notre conseil scientifique pour faire une analyse du territoire avec les parties prenantes sur le territoire. Donc c'est un lieu de vie. Et vous pouvez faire plusieurs formations en même temps ou c'est à chaque fois des sessions les unes après les autres ? Sur le campus d'Arras, vu sa taille, c'est une seule. Typiquement, c'est une seule formation à la fois. À Paris, où nos locaux sont plus grands, on peut avoir différentes activités en même temps. À Paris, ça ressemble à un espace de coworking, un espace d'accueil de start-up. On est une start-up d'une certaine façon aussi, donc on est dans cette logique-là, donc avec un état d'esprit de start-up. Et les professeurs, qui sont-ils ? Alors les professeurs, aujourd'hui on n'a pas de corps professoral de Terra Academia. Ah d'accord. On est 16, 17, 18, je le disais tout à l'heure. Ça reste familial pour l'instant. Donc certains d'entre nous, oui, ont une activité et vont contribuer à des formations, mais là encore, on est une coalition d'acteurs. L'essentiel du corps professoral qu'on va utiliser sont soit le corps professoral ou les corps professoraux de nos partenaires académiques, soit des acteurs, des intervenants qu'on va aller chercher à l'extérieur, notamment beaucoup de professionnels dans leur métier, puisque une des approches aussi, même si on marche sur deux jambes, on a d'un côté un conseil scientifique, une approche scientifique très forte, pour avoir des bases solides, et puis en même temps... Avec un conseil scientifique, effectivement. Et puis en même temps, on veut être au plus près du terrain dans le concret. Et donc le concret, c'est la formation par l'action, c'est la formation en apprentissage ou en situation d'emploi, c'est la formation par des acteurs et des professionnels des différentes activités. Comment on dessine justement les parcours de métier ? Est-ce qu'il y a une méthode, un savoir-faire particulier justement chez Terra Academia pendant ces formations ? Alors, il y a deux aspects là encore. Soit on part d'une feuille blanche parce que c'est une nouvelle formation qu'on construit, soit on prend une formation existante et on l'adapte. On la colore, comme je disais tout à l'heure. Et là, on va travailler, si cette formation existe, on va travailler avec les acteurs qui l'ont mise en place, déjà. Et puis, on va regarder quelles sont les compétences qu'on va viser. On est en train de construire, on a un référentiel de 101 compétences de la transformation écologique, qui sont les 101 compétences Terra Academia, qu'on a définies. Ça ne veut pas dire que toute formation va former à ces 101 compétences, mais c'est notre cadre. Et sur lequel on va identifier dans telle ou telle formation, on vise telle et telle compétence de notre référentiel, qui sont des compétences un petit peu transverses, et puis il y a les compétences techniques du métier. On peut revenir à l'exemple des installateurs de pompes à chaleur. Dans les compétences Terra Academia, il n'y a pas la façon de faire une soudure ou de connecter une pompe à chaleur. Ça, c'est une compétence métier spécifique. Après, on s'appuie aussi sur des outils qui existent, qui sont le RNCP, je vais y arriver, donc le référentiel national des compétences professionnelles. Et là aussi, on est en train de travailler soit en utilisant des blocs de compétences et des fichiers RNCP qui existent, soit en développant de nouvelles. Là encore, l'enjeu derrière tout ça, c'est d'avoir un cadre et de garantir la qualité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui se sont mises en place, beaucoup d'écoles qui se sont créées autour de ces enjeux de la transition écologique, de la transition énergétique, parce qu'il y a une attente, parce qu'il y a un besoin. L'enjeu, c'est que ces formations, tous ces établissements soient de qualité. Et elles peuvent être labellisées. Il y a un label qui existe Alors, ce qui existe aujourd'hui, c'est Calliope. C'est le fait d'être reconnu comme organisme de formation, c'est Calliope, c'est la référence au RNCP, ça c'est le premier niveau. Et puis après, le deuxième temps, c'est d'essayer d'aborder des diplômes nationaux, qui peuvent être le
le grade licence, le grade master. Ça prend beaucoup plus de temps pour un nouvel établissement. C'est pour ça que nous, on va travailler, là encore, avec nos partenaires académiques, dont la qualité est reconnue. Et le fait qu'ils... Pour l'instant, ce n'est pas reconnu par l'État. Non, parce qu'on est trop jeune. Donc la première étape d'une certaine reconnaissance, c'est Calliope. Mais ça prend, il y a un cycle, il y a un dossier, il y a un certain temps. On est en train de le faire. On a été créé formellement en juin 2023. Vous êtes tout beau, tout neuf. Donc c'est pour ça que, là encore, on va s'appuyer sur les partenaires, parce qu'eux ont cette expertise, eux sont reconnus, et notre gage de qualité, c'est d'un côté notre conseil scientifique qui garantit la teneur de nos activités scientifiques et de nos programmes, et c'est le fait que nos partenaires qui eux-mêmes sont reconnus et engagent leur réputation travaillent avec nous. Conseil scientifique indépendant ? Conseil scientifique indépendant, des personnalités choisies pour leur expertise, à titre personnel, qui sont là, intuitifs personnés, bénévolement, pour nous éclairer et orienter nos travaux de prospective et aussi valider nos programmes, notre portefeuille de formation. 17 membres, si je ne m'abuse. 17 membres. C'est l'heure de la loupe. La loupe, c'est avec Alix. Alix, aujourd'hui, tu nous parles de Banlieue Climat, une association cofondée par un jeune activiste dont la devise est de rendre l'écologie populaire et surtout concrète. Oui, il a 22 ans, il s'appelle Ferris Barka et il fait beaucoup parler de lui. En même temps, je vous le disais, il est assez charismatique. Depuis décembre 2022, alors qu'il étudie à la très prestigieuse London School of Economics, il se consacre pleinement à Banlieue Climat, un mouvement qu'il a lancé avec Sana Saitouli, Sefiu, le rappeur, et Abdelali El Badawi. Banlieue Climat propose aux 16-25 ans une formation gratuite d'une journée autour des questions de la crise climatique, de la biodiversité et de la transition écologique. L'objectif est de sensibiliser les jeunes des quartiers aux enjeux environnementaux et climatiques et par ricochet de faire émerger leur voix. Le sujet le plus déterminant de ces prochaines années n'était soi-disant pas fait pour nous. En tant que jeune de quartier, on se dit que le climat, c'est un truc d'élite. Genre, c'est pas un truc fait pour nous à la base. Mais on a mobilisé des centaines et des centaines de jeunes partout en France. Je me doutais que c'était grave, et autant que ça. Alors que l'écologie populaire avait du mal à s'imposer, on est arrivé avec une formation de 9 heures qui montre concrètement les impacts de la question écologique. Les particules fines qui provoquent des cancers, l'alimentation, les sécheresses et les pénuries d'eau qui arrivent. Tout. On a tout vu. C'est du concret, c'est de l'utile et je suis assez fière de signer cette convention avec vous. Et voilà! La suite, c'est quoi? Former partout en France, trouver des alliés solides et monter des projets concrets sur le terrain. Les jeunes deviennent des formateurs à leur tour pour que demain, on soit tous en mesure de saisir les opportunités des bouleversements qui arrivent. Donc voilà, nous, Banlieue Climat, on sera prêts. Avec Sana Saitouli, Sefiu, Abdelali El Badawi et moi-même, on a lancé ce mouvement qui nous dépasse pour que les quartiers populaires se l'approprient, pour qu'on puisse être libre. Et ce n'est pas tout, puisque Banlieue Climat dispose aussi d'un pôle dédié aux rencontres avec des institutions et des acteurs de terrain. Le but est de développer des actions locales qui soient bénéfiques aux populations concernées. Et puis un autre pôle est consacré à l'accompagnement de projets. Ici, l'objectif est d'introduire les voix des jeunes des quartiers au sein même des espaces de décision politique. Et pour y parvenir, l'association ambitionne de porter des projets scientifiques et académiques, ce qui permettrait aux jeunes d'être force de proposition. Denis Guibard, vous adressez aussi aux jeunes de quartiers prioritaires? Bien sûr. D'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, le premier programme qu'on a déployé, alors ce n'était pas forcément des jeunes de quartiers prioritaires au sens strict, mais c'était des jeunes qui étaient au travers de la maison de l'emploi et des métiers. Donc des jeunes qui sont accompagnés pour revenir vers l'emploi. Et là, il y a effectivement un enjeu extrêmement important. La transformation écologique, je le répète, ça concerne tout le monde. Donc ça concerne aussi les quartiers prioritaires. Et ce n'est pas parce qu'on est dans des situations sociales ou économiques difficiles qu'on n'est pas concerné, mais au contraire, la transformation écologique est peut-être plus difficile dans ces quartiers-là à comprendre et surtout à mettre en œuvre. Et donc c'est extrêmement important. Et ces actions, celles que vous venez de présenter, sont extrêmement intéressantes. Et on a commencé à établir des contacts pour voir ce qui pourrait être fait. Et typiquement, qu'est-ce que vous faites pour les inclure? Il y a des formations dédiées? Il y a des formations dédiées, c'est-à-dire on a conçu un parcours en 2 ou 3 jours où les jeunes qui sont volontaires dans ce cadre-là, mais ils sont, de par leur engagement, amenés à faire certaines formations. Donc ils choisissent cette formation-là ou une autre, où on les amène très concrètement à découvrir ce que c'est, ils en ont entendu parler forcément, ce que sont les enjeux de la transition écologique, mais surtout ce que peuvent être les métiers et peuvent être leurs actions. Et ça peut être, par exemple, ce que j'évoquais, on est en train de concevoir, on va déployer un escape game,
à Arras le parcours de l'eau, comprendre comment on gère l'eau à Arras et donc aller concrètement sur le terrain, voir les stations, les équipements techniques autour de l'eau. C'est ça. Et pour donner du sens, leur faire prendre conscience de ce sens et du coup les mobiliser sur quelque chose qui peut leur paraître lointain ou quelque chose qui n'est pas forcément une priorité. C'est plus vrai que quand on leur parle d'ours polaires ou de... Absolument. Et je crois qu'il y a une question aussi importante, c'est sur ces problématiques écologiques et cette transformation écologique, c'est d'être capable, sans renier, je dirais, et sans oublier ce que sont les enjeux globaux, hein, mais d'être capable d'adapter le discours et les formations au public visé. Parce que sinon, on manque sa cible. Et on peut même avoir l'effet inverse. Donc il y a vraiment une question, et c'est un véritable enjeu pédagogique, hein, de savoir apporter ces enjeux de la transformation écologique et les solutions qu'on peut avoir derrière, au travers notamment des compétences et des métiers, à tous les publics. Et ce n'est pas évidemment le même discours et la même façon d'aborder les choses avec l'ensemble des publics, même si là encore, la base, les 2 points sur lesquels on ne transige pas, c'est la qualité et c'est la base scientifique de tout ce qu'on fait. Quelle place tient le mot, si je puis dire, innovation, effectivement, dans l'école et plus généralement, effectivement, dans la transformation écologique? C'est vrai qu'on pense transformation écologique, on ne pense pas forcément à innovation, alors que j'ai l'impression que l'innovation, elle est, à vous entendre, elle est partout. Alors l'innovation, elle peut être partout, elle est extrêmement présente, mais il faut bien s'entendre sur ce qu'on appelle innovation. Souvent, quand on parle d'innovation, on a ce petit raccourci qui amène à innovation technologique. L'innovation, en l'occurrence, elle peut être technologique. Il y a des solutions techniques qui peuvent contribuer à l'atténuation, l'adaptation, la régénération. Elles sont indéniablement nécessaires. Elles ne suffiront pas de toute façon. Donc l'innovation, c'est aussi l'innovation dans les comportements, c'est l'innovation dans les modèles économiques, dans la façon de consommer, dans la façon de produire, dans la façon éventuellement de circulariser l'économie. Puis l'innovation, on l'évoquait à l'instant, quand il s'agit de mobiliser, de former les acteurs, de développer les compétences à tous les niveaux, c'est l'innovation pédagogique. Donc on a bien de l'innovation, là aussi, un petit peu partout. Quel est votre objectif en termes de déploiement? On peut déjà en parler ou... Alors, en termes de déploiement, l'objectif, c'est... J'ai l'impression que vous souhaitez un maillage assez complet du territoire national assez rapidement. Alors, ce qu'on a annoncé et ce sur quoi on travaille, c'est d'être présent dans toutes les régions de France et pas forcément toutes les territoires ultramarins, mais d'avoir une quinzaine de campus en 5 ans. D'accord. Ça, c'est l'objectif en termes de géographique, je dirais. Et puis l'objectif qu'on a annoncé aussi, c'est ces 60 000 personnes formées et ces 100 000 personnes sensibilisées. 100 000 personnes effectivement sensibilisées dans ce parcours découverte. Et j'ai l'impression qu'à vous écouter là encore une fois, le plus dur, c'est de les attirer. Et une fois qu'ils font ces 2, voire 3 jours de formation, c'est gagné? C'est gagné pas à 100%. J'imagine. Mais on a vu, et puis on était, là aussi on était en forme d'innovation, donc on est en test de ce parcours. On va l'améliorer, mais oui, ça marche. Oui, il y a certains jeunes qui n'avaient pas forcément d'ambition ou de choix professionnel qui après bon, ils m'ont dit je veux venir, je veux voir, bon, je sais pas. Et en fait, on réagit très positif. L'accueil a été globalement très positif et certains ont choisi de s'orienter dans ces voies-là. Merci infiniment. Merci Denis Guibary. Encore bravo, vraiment pour cette école, bien sûr, Terra Academia, ces écoles qui vont naître assez rapidement, j'ai le sentiment effectivement, sur tout le territoire national, y compris dans les Outre-mer. Directeur scientifique, académique et développement durable de Terra Academia. Un grand merci à vous, Alix. À demain. À demain. On se voit demain. À demain. C'est cool. À demain. Ils œuvrent aux 4 coins du pays.